SpaceX Dragon. SpaceX Dragon, ou juste Dragon, est un vaisseau cargo spatial développé par la société SpaceX pour le compte de la NASA, qui assure conjointement avec les vaisseaux Sinus, ATV, HTV et Progress le ravitaillement de la Station spatiale internationale à la suite du retrait de la navette spatiale américaine. Il peut placer en orbite jusqu'à 6 tonnes de frais, qui peuvent être répartis entre la partie pressurisée et un compartiment non pressurisé. Il est conçu pour revenir sur Terre en ramenant dans la version cargo jusqu'à 3 tonnes de frais. L'amarrage à la station se fait par une écoutille de grande taille au format Common Berthing Mechanism et est réalisé par l'opérateur situé dans la station qui utilise le bras Canadarm2. Depuis la fin du programme de la navette spatiale américaine, dont le dernier vol a eu lieu le 1er juin 2011, le vaisseau cargo Dragon est le seul engin pouvant rapporter une quantité significative de frais au sol. Le cargo spatial sert de base pour le vaisseau Dragon V2, qui sera chargé de la relève des équipages de la station spatiale à compter de 2019. Contexte. L'accident de la navette spatiale Columbia en 2003, qui entraîne la mort de son équipage, remet en cause l'utilisation de la navette spatiale américaine. En 2004, l'agence spatiale américaine, la NASA, décide d'arrêter les vols de celle-ci en 2010. Elle se voit donc obligée de développer des moyens de transport pour reprendre les missions assumées jusque-là par la navette. Le ravitaillement de la station spatiale en consommables, nourriture, eau, oxygène, carburant, le transport de pièces détachées pour les structures internes ou externes de la station, l'envoi d'expériences scientifiques à installer à l'intérieur et à l'extérieur de la station, le retour de pièces détachées et de résultats d'expériences sur Terre, ainsi que la relève des équipages. L'objectif est de ne pas être dépendant des autres puissances spatiales qui desservent déjà la station spatiale, les vaisseaux Soyouz et Progress russes, le HTV japonais et l'ATV européen. Pour remplacer la navette spatiale, la NASA va lancer 2 programmes appelés COTS, a pour objectif de développer les moyens de transporter le fret. Pour la relève des équipages, la NASA compte sur le vaisseau Orion, développé dans le cadre du programme Constellation, qui, compte tenu du retard pris par ce programme, elle décide de lancer le programme CCDEV, et destiné à développer des moyens de transport en attendant que Orion soit au point. Le développement. Le programme COTS est annoncé par la NASA le 18 janvier 2006 et un appel d'offres est lancé par l'agence spatiale. Un budget de 500 millions de dollars US est débloqué pour permettre aux industriels sélectionnés de développer et tester le lanceur et le vaisseau cargo. 3 prestations sont susceptibles d'être fournies. Le transport de fret en soute pressurisé à la station spatiale, le transport de fret en soute non pressurisé, retour de fret sur Terre en soute pressurisée. À l'issue du premier tour de sélection, en juin, la NASA sélectionne 3 industriels, dont le constructeur de lanceurs SpaceX, créé en 2002, dont l'unique production à cette date est le développement du lanceur léger Falcon 1 avec un succès mitigé. La NASA passe contrat avec SpaceX en décembre 2008 pour le lancement de 12 vaisseaux spatiaux ayant une capacité cargo totale de 20 tonnes au minimum pour un montant de 1,6 milliard de dollars. Les clauses du contrat prévoient qu'il peut être étendu jusqu'à concurrence d'un montant de 3,1 milliards de dollars. À ces 12 lancements initiaux, la NASA ajoute en mars 2015 3 autres lancements, puis en février 2016, encore 5 autres vols. À cette date, le dernier vol reçoit la désignation CRS-20. Le programme de qualification. Afin de qualifier son vaisseau pour le programme COTS, SpaceX devait effectuer 3 vols de démonstration qui étaient début juin 2010, programmés respectivement en juillet 2010, mars 2011 et mai 2011. COTS-1, le premier vol de qualification, a été réalisé après plusieurs reports le 8 décembre 2010 et a duré 3 heures et 21 minutes. Le lanceur a placé le vaisseau en orbite basse.
Les communications ont été testées et des manœuvres de changement d'orbite et de contrôle d'orientation ont été effectuées par le vaisseau à l'aide de ses moteurs. Après 2 heures passées en orbite, la capsule a effectué une rentrée atmosphérique et a été récupérée après son amérissage dans l'océan Pacifique qui s'est fait avec une précision de 800 mètres par rapport au point visé. COTS-2. Pour le deuxième vol, d'une durée de 9 jours, le vaisseau doit manœuvrer pour s'approcher à 10 km de la Station spatiale internationale. L'équipage de la Station spatiale doit tester le pilotage à distance du vaisseau, ainsi que la réception des données télémétriques. Après une série de vérifications de fonctionnement dans l'espace, le vaisseau effectue une approche jusqu'à 9 mètres de la station. Le vaisseau est alors attrapé et amarré par l'opérateur de la station spatiale à l'aide du bras Canadarm. Caractéristiques techniques. Structure. Le vaisseau Dragon est composé de 2 sous-ensembles. La capsule qui revient au sol après la mission dans laquelle se trouve la partie pressurisée, une partie évidée non pressurisée dans laquelle elle transportait le fret destiné à être stocké à l'extérieur de la station spatiale. Cette deuxième partie est larguée en fin de mission juste avant le début de la rentrée atmosphérique. La partie du vaisseau qui revient au sol a la forme d'un tronc de cône d'une hauteur de 2,9 mètres pour un diamètre de 3,6 mètres, avec d'un côté le bouclier thermique et de l'autre l'écoutille au format Common Berthing Mechanism, utilisé par l'amarrage à la partie non russe de la Station spatiale internationale. L'écoutille, qui au lancement se trouve à l'extrémité du lanceur, est couverte par une coiffe aérodynamique qui est larguée une fois le vaisseau en orbite. On trouve dans cette partie du vaisseau la soute pressurisée d'un volume de 10 mètres cubes, ainsi que les moteurs de manœuvre et les réservoirs associés. Le second sous-ensemble du vaisseau, présent à partir du vol CRS-2, a la forme d'un cylindre long de 2,3 mètres et d'un diamètre de 3,6 mètres, qui est largué avant la rentrée atmosphérique. Cette partie évidée est ouverte à la partie extérieure, permet d'accueillir le fret non pressurisé dans un espace de 14 mètres cubes, et les panneaux solaires sont fixés sur ses flancs. SpaceX prévoit de développer une version allongée de 1 mètre qui porte le volume de la soute non pressurisée à 34 mètres cubes. Le vaisseau est conçu pour des missions pour aller de 1 semaine à 2 ans. Les systèmes de propulsion. Le véhicule spatial comporte 18 petits moteurs fusées Draco qui sont utilisés pour le contrôle d'attitude ainsi que pour les corrections et les changements d'orbite. Ces moteurs ont une poussée de 400 newtons de poussée et ils utilisent des carburants hypergoliques, c'est-à-dire s'enflammant spontanément lorsqu'ils sont mis au contact l'un avec l'autre, le méthylhydrazine et le peroxyde d'azote. Le vaisseau peut emporter 1290 kg d'ergols. Ils sont regroupés en 2 grappes de 4 moteurs et 2 grappes de 5 moteurs. La production d'énergie. L'énergie est fournie par 2 panneaux solaires déployés en orbite qui produisent de 1500 à 2000 watts en moyenne et jusqu'à 4000 watts en pointe, qui sont stockés dans 4 batteries lithium polymère et sont restitués sous 28 volts non régulés. Les panneaux solaires sont fixés de part et d'autre de la partie non pressurisée du vaisseau et ne sont donc pas récupérés lorsque le vaisseau revient sur Terre. Il y a en tout 8 panneaux solaires, 4 de chaque côté. Ils sont orientables avec un degré de liberté autour d'un seul axe, pour optimiser la génération d'électricité en fonction de la direction du Soleil. Au lancement, les panneaux solaires sont protégés par des caches rectangulaires qui sont éjectées une fois que les forces de friction générées par l'atmosphère se sont réduites. Les contrôles d'orientation. Le contrôle d'attitude est réalisé à l'aide d'un système inertiel, de capteurs GPS et de senseurs stellaires. L'orientation est déterminée avec une précision de 0,004 degrés.
L'orientation est maintenue avec une précision de 0,012 degrés et la vitesse radiale de 0,02 degrés par axe. Les changements d'orientation sont pris en charge uniquement par les moteurs fusées. Régulation thermique. La régulation thermique est assurée par deux circuits de fluide caloporteurs redondants. Des radiateurs montés à l'extérieur de la partie non pressurisée permettent d'évacuer la chaleur excédentaire. Les systèmes de télécommunication. Le système de télécommunication permet d'envoyer depuis le sol des commandes au vaisseau avec un débit de 300 kilobits par seconde. Le débit maximum vers le sol est de 300 mégabits par seconde. La liaison est assurée en bande S, directement vers les stations de réception terrestre ou en passant par le réseau de satellites géostationnaires TDRSS de la NASA. Dispositif d'amarrage et écoutille. Le vaisseau Dragon, contrairement au vaisseau Progress et ATV, n'est pas conçu pour s'amarrer automatiquement à la station spatiale. Il s'en approche à environ 10 mètres à l'aide du système Dragon's Eye, qui combine un lidar et une caméra infrarouge pour mesurer la distance de la station spatiale et sa vitesse relative. Ensuite, les dernières manœuvres et l'amarrage sont pris en charge par l'équipage de la station qui agrippe le vaisseau à l'aide du bras télécommandé Canadarm2. Puis le positionne au-dessus d'une écoutille libre de la station. Le vaisseau cargo dispose d'une écoutille carrée de grande taille, 127 cm de côté, au format CBM, qui constitue le format standard de la partie américaine de la station spatiale. Le système de récupération au sol. La capsule a la capacité d'effectuer une rentrée atmosphérique grâce à son bouclier thermique, ce qui lui permet de ramener du frais ou un équipage à terre dans la partie pressurisée. Le bouclier thermique est réalisé dans une variante du PICA, PICA, un matériau ablatif mis au point par la NASA pour la capsule Genesis. La version utilisée sur le vaisseau Dragon, baptisé PICA-X, est moins coûteuse à fabriquer et subit une ablation moins importante. Il dispose de parachutes principaux et de parachutes de secours. Un système GPS Iridium, GPS/Iridium, permet de localiser le vaisseau après son amérissage. Le vaisseau est conçu pour être récupéré en mer. Il ne peut pas être récupéré sur Terre. La vitesse de descente finale est trop élevée. Le transport du fret. Le vaisseau dispose de 3 zones de stockage. Pour le fret dont la masse totale ne doit pas excéder 3310 kg, 3 tonnes 310 kg. Cette capacité n'était toutefois pas disponible jusqu'à la mise à disposition de la version Full Thrust du lanceur Falcon 9, utilisé à partir du vol CRS-8, du fait d'une puissance insuffisante des premières versions. La masse transportée n'a jamais excédé 905 kg avec la version 1.0 du lanceur jusqu'au vol CRS-2 et ce plafond est passé à 2420 kg avec la version 1.1 jusqu'au vol CRS-7. La partie pressurisée du vaisseau d'un volume de 11 mètres cubes permet de stocker des articles conditionnés ou non amenés à la station spatiale ou à ramener au sol. Le fret aller est déchargé à l'intérieur de la station. Certains éléments, dimension réduite, à absence de risque lié à la présence de produits toxiques, peuvent être ressortis à l'extérieur de la station en utilisant les sas de la station spatiale. La partie non pressurisée du vaisseau permet de stocker du fret à destination de l'extérieur de la station spatiale et dispose d'un volume de 14 mètres cubes. Il existe une version du vaisseau comportant une version allongée d'1 mètre de cette partie qui fait passer le volume de stockage à 34 mètres cubes.
Pour des expériences scientifiques, la capsule comprend une baie latérale non pressurisée d'une contenance de 0,1 m3 qui permet grâce à une ouverture recouverte par une trappe mobile d'exposer des expériences scientifiques au vide. Celles-ci peuvent être récupérées après le retour à terre. La masse totale du fret retourné sur Terre ne doit pas dépasser 3310 kg. Celui-ci peut être entièrement stocké dans la soute non pressurisée et détruit durant la rentrée atmosphérique ou stocké en partie ou entièrement dans la soute pressurisée. Celle-ci ne peut stocker au maximum que 2500 kg, compte tenu de la capacité de freinage des parachutes. La version Dragon Laboratoire ou Dragon Lab. La version du vaisseau Dragon est développée initialement pour répondre aux besoins de la NASA pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale. SpaceX propose une version baptisée Dragon Lab, destinée à répondre aux besoins d'autres clients. Des détails des équipements de navigation et d'amarrage. Le port d'amarrage CBM avec son écoutille carré au centre, et l'équipement Dragon Eye, constitué d'un lidar et d'une caméra infrarouge, il est utilisé par le système de navigation du vaisseau à proximité de la station spatiale pour déterminer la distance et la vitesse relative de celle-ci. Cette trappe ouverte une fois le vaisseau en orbite dévoile le système utilisé par le bras Canadarm2 pour agripper le vaisseau ainsi qu'un viseur d'étoiles utilisé pour la navigation. Déroulement d'une mission de ravitaillement de la station type. Préparation. Le vaisseau Dragon est construit dans l'usine de SpaceX, située à Hawthorne, en Californie, et est transféré pour son lancement à la base de Cap Canaveral. Il est alors préparé dans un bâtiment utilisé autrefois par l'armée de l'air américaine pour ses satellites, le Satellite Processing and Integration Facility, le SPIF. Pour les premiers vols, la préparation du vaisseau se faisait dans le bâtiment d'assemblage du lanceur. Les réservoirs sont remplis avec les ergols très toxiques utilisés par la propulsion. Le fret interne et externe est chargé. Le vaisseau est alors transféré en position verticale jusqu'au bâtiment d'assemblage du lanceur Falcon 9, situé près du pas de tir LC-40. Le cargo spatial est fixé au sommet du lanceur alors que celui-ci se trouve en position horizontale dans le bâtiment d'assemblage. Aucune coiffe n'entoure l'ensemble du vaisseau contre les forces de friction. Toutefois, une protection aérodynamique de forme conique protège l'écoutille du vaisseau qui se trouve tout à l'avant de l'ensemble Falcon 9 plus Dragon. Par ailleurs, des caches de forme rectangulaire protègent les panneaux solaires qui sont repliés le long du vaisseau mais forment deux protubérances exposées aux forces de friction durant l'ascension de la fusée. Une fois l'assemblage achevé, l'ensemble qui est placé sur véhicule érecteur quitte le bâtiment d'assemblage et est amené sur le pas de tir. La fusée est alors redressée à la verticale et les réservoirs d'ergols sont remplis. La préparation, la mise en place du module BEAM dans la partie non pressurisée du vaisseau, BEAM. Voilà. Installation des caches de protection des panneaux solaires. Le vaisseau Dragon et son lanceur sont prêts à quitter le bâtiment d'assemblage. Le lancement. Après le décollage, le premier étage du lanceur Falcon 9 fonctionne durant 2 minutes 20 secondes avant qu'il se sépare du reste de la fusée. Quelques dizaines de secondes après la mise à feu du second étage du lanceur, les caches qui protégeaient l'écoutille et les panneaux solaires sont larguées car l'atmosphère s'est suffisamment raréfiée. Environ 10 minutes après le lancement, le vaisseau cargo se sépare du deuxième étage du lanceur, mettant fin à la phase propulsée du vol. Le vaisseau circule désormais sur orbite elliptique de 200 x 350 km et une inclinaison de 51,6 degrés. Les panneaux solaires commencent à être déployés 1 minute plus tard. 2h20 après le lancement, une trappe s'ouvre dans le flanc du vaisseau pressurisé et les instruments utilisés pour la navigation sont déployés dans des viseurs d'étoiles. Environ 1h30 plus tard, les moteurs du vaisseau cargo
sont mis à feu pour circulariser l'orbite qui est désormais de 395 fois 395 km, proche de celle de la Station spatiale internationale. Le lanceur quitte le bâtiment d'assemblage sur le véhicule érecteur. Le lanceur sur le véhicule érecteur. L'érection du lanceur sur le pas de tir. Les manœuvres de rendez-vous avec la station spatiale. Au cours des 2 jours suivants, le vaisseau effectue plusieurs manœuvres pour rejoindre la station spatiale internationale. Auparavant, il établit des liaisons radio avec le sol et la station spatiale. Puis il se rapproche progressivement de la station en se plaçant sur une orbite située légèrement en dessous et en retrait de celle-ci. Lorsque les 2 engins ne se trouvent plus qu'à 1000 mètres de distance, l'équipage de la station spatiale vérifie qu'il peut prendre les commandes du vaisseau Dragon via une liaison radio établie en UHF. Arrivé à 350 mètres de la station spatiale, le vaisseau Dragon modifie la méthode utilisée pour déterminer sa trajectoire. Il abandonne l'utilisation du GPS pour l'instrument Dragon Eye. Celui-ci détermine directement la distance et la vitesse relative au vaisseau par rapport à la station spatiale à l'aide d'une caméra thermique et d'un lidar. Arrivé à 250 mètres de la station, le vaisseau fait une pause et des vérifications sont effectuées avec les manœuvres finales. Contrairement au vaisseau Progress et ATV, qui dispose d'un ensemble d'équipements d'amarrage, du vaisseau Dragon est réalisé par l'équipage qui utilise à cet effet le bras télécommandé Canadarm2. Pour parvenir à cette phase, le vaisseau manœuvre de manière à placer le vaisseau cargo à portée du bras, ce qui nécessite qu'il se trouve à moins de 10 mètres de la station spatiale. L'équipage utilise alors le bras pour capturer le vaisseau, puis déplace doucement celui-ci. L'astronaute aux commandes positionne finalement l'écoutille du cargo spatial face à une des écoutilles compatibles au format CBM du segment américain et libre de la station spatiale. Auparavant, l'équipage contrôle qu'aucun débris ne risque de compromettre l'étanchéité de cet assemblage. Un système de verrouillage solidarise l'ensemble. Une procédure complexe de vérification est alors exécutée pour vérifier la qualité de l'amarrage et l'étanchéité. Enfin, les 2 écoutilles, celle de la station et celle du Dragon, sont ouvertes et le déchargement du vaisseau cargo peut débuter. Retour sur Terre. Les 2 écoutilles menant au vaisseau Dragon sont refermées. Après avoir vérifié qu'aucune fuite n'était susceptible d'apparaître, un des membres d'équipage se place dans la baie de la cupula et utilise le poste de contrôle du bras Canadarm2 pour détacher l'engin spatial de la station spatiale et le placer à quelques mètres de celle-ci dans une position qui ne risque pas de provoquer une collision lorsque le vaisseau va commencer à s'écarter de manière naturelle, sans utiliser sa propulsion. Lorsque le vaisseau s'est suffisamment écarté, il utilise à 3 reprises sa propulsion pour se placer sur une orbite distincte de celle de la station. Au bout de 5 heures, le vaisseau s'est écarté une distance de 150 km. Lorsque le vaisseau a quitté le voisinage de la station, son contrôle est passé du centre spatial Johnson au centre de contrôle de SpaceX. Au bout d'environ 5 heures, le vaisseau s'est éloigné progressivement d'environ 150 km de la station spatiale et a parcouru 3 orbites. Là, il est alors reconfiguré pour lui permettre de réaliser une rentrée atmosphérique. La trappe protégeant les instruments de navigation est refermée pour les protéger. Les moteurs du vaisseau sont mis à feu pour réduire sa vitesse d'environ 100 mètres par seconde, ce qui abaisse son orbite et le fait rapidement rentrer dans les couches denses de l'atmosphère. Cette manœuvre est réalisée à un moment calculé pour permettre l'amérissage du vaisseau dans la zone de récupération prévue. Immédiatement après cette phase propulsée, la partie non pressurisée du vaisseau est larguée et le vaisseau est réorienté de manière que son bouclier thermique soit tourné vers l'avant pour protéger Dragon de l'échauffement généré par la friction de l'atmosphère. L'avant du vaisseau est rapidement porté à une température qui atteint 1600 degrés Celsius.
Durant cette phase, le vaisseau utilise ses propulseurs pour contrôler son angle d'entrée de manière à optimiser sa trajectoire et se rapprocher au maximum du point visé. La précision atteinte est de quelques kilomètres. À environ 13,7 km d'altitude, le vaisseau déclenche le déploiement de 2 petits parachutes pilotes qui stabilisent le vaisseau spatial et le ralentissent. Les 3 parachutes principaux sont déployés à environ 3 km d'altitude et ramènent la vitesse de descente à environ 20 km/h. Le vaisseau spatial amérit environ 50 minutes après avoir entamé les manœuvres qui ont déclenché la rentrée atmosphérique. La zone d'amérissage retenue se situe au large de Los Angeles, où se situe le principal établissement de SpaceX. Des navires convergent immédiatement vers le vaisseau qui vient d'amérir. Des techniciens le sécurisent et fixent un harnais qui permet de le hisser sur le pont du navire. Le vaisseau est rapatrié dans le port de Los Angeles. Le fret nécessitant d'être déchargé immédiatement pour des raisons de conservation est retiré immédiatement du vaisseau et est envoyé sous 48 heures à la NASA. Le vaisseau est ensuite convoyé par camion jusqu'au site de test de SpaceX, situé au Texas, où le reste du fret est déchargé et remis à la NASA dans les jours suivants. Récupération. Mission.